panel chair, Marc Leblanc, has been Commission Secretary of the Canadian Nuclear Safety Commission since 2001, and he also serves on the board of the Council of the Canadian Administrative Tribunals. He has more than 35 years experience in public service and business law, and previously held senior roles at Industry Canada. J'ai le plaisir de vous présenter M. Marc Leblanc, secrétaire de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, et d'accueillir nos invités distingués. Merci beaucoup, Karine. Ça fait longtemps qu'on s'est vu, hein? Karine et moi travaillons ensemble auparavant. Donc, bonjour tout le monde et bienvenue à cette session en français intitulée « Les déchets nucléaires, perspectives pour le futur ». Déjà une journée et demie maintenant, plusieurs panélistes partagent leur expérience, leurs conseils et leurs préoccupations sur ce dossier. Nous avons avec nous pour cette session de 45 à 50 minutes, 3 excellents panélistes qui vont à leur tour contribuer à ce sommet. En premier lieu, nous aurons Mme Kathleen Duguay, qui occupe déjà depuis belle lurette des fonctions au sein de Énergie Nouveau-Brunswick. Plus récemment, et comme gestionnaire des affaires communautaires, mais Kathleen a aussi travaillé à l'intérieur de la centrale de Pointe-le-Pro dans différentes facultés, mais moi, je l'ai personnellement vu en action dans son rôle avec les relations avec les communautés. Et je peux vous dire que les gens de Nouveau-Brunswick sont en char, ils sont vraiment bien appuyés par Kathleen et son équipe. Et Kathleen, elle va nous parler de l'angle d'un détenteur de permis. Ensuite, nous avons l'opportunité d'avoir M. Pierre Moras, qui, lui, va nous parler de l'angle d'une municipalité ou d'une ville. Pierre est présentement le maire suppléant de la ville de Bécancour, qui est une ville phare pour les centrales de Gentilly 1 et Gentilly 2. Et Pierre a travaillé de nombreuses années dans le secteur nucléaire, dans la centrale de Gentilly pour Hydro-Québec, je présume. Et puis enfin, on va conclure avec Monsieur Conrad Sioui, qui est une personnalité bien en vue, bien connue au Québec et au Canada. Et puis, Monsieur Sioui vient d'être nommé tout récemment comme président du conseil d'administration de la Société d'assurance automobile du Québec, donc une très grande nomination. Donc, félicitations, M. Sioui. Et puis, on l'a surtout connu mais comme chef régional de l'Assemblée des Premières Nations pendant au moins 8 ans, si j'ai bien compté, et ainsi que le grand chef Huron-Wendat de 2008 à tout récemment, je pense, à 2020. Donc, Conrad va vraiment nous gâter en partageant son point de vue sur la question des déchets nucléaires d'un angle très pragmatique selon les conversations qu'on a eues et très humaniste aussi, qui est une des caractéristiques. Je pense que c'est unanime des gens qui ont rencontré Conrad qui laisse cette impression avec nous. Et chaque panéliste a environ 7 minutes pour leur présentation respectivement. Une fois que les 3 présentations seront terminées, on va être heureux de répondre à vos questions, mais on va quand même avoir les présentations de façon consécutive, de sorte qu'on puisse savoir exactement combien de temps nous avons pour les questions et que tout le monde ait la chance de tenir ses propos. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Mme Duguay et Kathleen. Et puis, si jamais j'ai oublié de nommer des éléments de votre biographie qui sont importantes, j'ai voulu faire ça très court, mais je suis convaincu que vous avez un bagage beaucoup plus étoffé que ce que je viens d'énoncer. Donc, à vous, Kathleen. En tant qu'acadienne du Nouveau-Brunswick, ça me donne la chance de voir mes cousins et mes cousines du Québec qui sont sur le panel avec moi aujourd'hui. Alors, avant de parler des déchets, j'aimerais juste de mettre en contexte quelques points. Tout ce que nous faisons dans la vie apporte un impact direct ou indirect sur notre environnement en société. Les émissions et les déchets font partie de cet impact. Nous utilisons nos ordinateurs, sa fabrication, son élimination éventuelle a un coût environnemental.
Nous conduisons nos voitures, beaucoup de pièces créent des déchets, comme les produits de combustion qui sont rejetés dans l'air. Puis les produits de combustion du charbon sont rejetés dans l'air, provoquant à la fois du smog et des gaz à effet de serre. Bien que le gaz naturel soit plus propre que le charbon, il produit également des gaz à effet de serre. Enfin, la nourriture que nous mangeons, la production alimentaire a un coût énorme pour l'environnement, même lorsqu'elle est réalisée selon des méthodes durables. Mais nous devons quand même manger. Alors, quels sont les avantages de l'énergie nucléaire? Puis je vais juste apporter ça aujourd'hui parce que je veux le mettre en contexte. Pour nous, ici au Nouveau-Brunswick, la centrale nucléaire de Pointe-le-Pont fournit 680 mégawatts net d'énergie. C'est-à-dire, à bien des occasions pendant l'année, on est à peu près à 50% de l'énergie et la demande du Nouveau-Brunswick. L'énergie nucléaire aide le Nouveau-Brunswick à assurer la prospérité de notre secteur manufacturier grâce à la fiabilité de l'électricité chez nous. Elle alimente aussi nos hôpitaux, nos écoles de manière fiable. La centrale permet également de financer de nombreux programmes environnementaux, ce qui contribue à renforcer la biodiversité de notre région. Nos programmes environnementaux à Pointe-le-Pont font en sorte que la terre et les cours d'eau avoisinants restent protégés pour l'usage de nos Premières Nations, nos voisins ainsi que l'écosystème qui y dépend. Et au niveau international, le Canada fournit plus de 50% de l'approvisionnement mondial en isotopes de matières premières. La technologie nucléaire permet de faire le dépistage, diagnostic et le traitement de diverses conditions médicales telles que le cancer qui a touché parmi d'entre nous. Le Canada prend ses obligations et ses responsabilités en matière de gestion des déchets nucléaires au sérieux. Les déchets nucléaires du Canada sont gérés de manière sécuritaire et efficace. En plus de 65 ans d'exploitation, il n'y a jamais eu de blessures sérieuses, de décès ou de répercussions environnementales graves attribuables aux activités de stockage ou de transport de l'industrie nucléaire canadienne. L'industrie canadienne est très réglementée. Il existe des exigences rigoureuses en matière de divulgation et de réglementation concernant la gestion des déchets. En tant que titulaire d'un permis d'exploitation d'une centrale nucléaire, nous sommes responsables d'avoir un plan pour le déclassement de l'installation ainsi qu'un plan de gestion à long terme du combustible usé. Nous devons aussi avoir des garanties financières pour assurer le financement de ces activités et notre permis d'exploitation de la centrale l'exige. Je voudrais aussi souligner pourquoi il est nécessaire pour nous de comprendre la gestion des déchets nucléaires et pourquoi des conférences comme celle-ci sont si importantes. L'Agence internationale de l'énergie, un organisme impartial de politique énergétique mondiale, a déclaré qu'il serait très difficile d'atteindre les objectifs mondiaux en matière de changement climatique sans l'énergie nucléaire. Monsieur Seamus Regan, ministre des Ressources naturelles du Canada, soutient aussi que l'énergie nucléaire occupe un rôle important afin d'atteindre le carbone neutralisé d'ici 2050. Nous avons besoin de cette énergie ainsi que la confiance de nos peuples, nos Premières Nations et public en industrie. Bien que nous disposons aujourd'hui d'excellents processus de gestion nucléaire, l'industrie cherche toujours à s'améliorer et continue ses recherches dans son domaine. Ces recherches scientifiques nous fournissent des réponses, mais il faut aussi développer la confiance avec les groupes intéressés et faire valoir en tout temps les compétences des membres de notre organisation, tout en tirant les leçons et expériences de chacun. Les propriétaires de déchets radioactifs du Canada, dans le cadre du Forum des chefs de file en matière des déchets nucléaires, se sont engagés à mettre en œuvre des solutions de gestion à long terme pour tous les flux de déchets nucléaires d'aujourd'hui, afin de ne pas laisser aux générations futures, tout en offrant la flexibilité nécessaire afin de s'adapter si de nouvelles technologies sont créées et présentent de nouvelles solutions, notamment pour l'utilisation du combustible nucléaire usé. Nous avons établi des relations solides, fondées sur la confiance et le respect avec les communautés environnantes, y compris nos Premières Nations. Il est important d'avoir un dialogue ouvert et de faire entendre la voix de nos communautés respectives et de l'industrie et d'assurer que le savoir autochtone constitue un des éléments essentiels du bon processus décisionnel. Il n'existe pas d'approche unique pour fournir des informations ou établir des relations avec les communautés. Cependant, les points communs sont la transparence, l'honnêteté et la confiance. Ce sont les bases des relations respectueuses. Nous devons tirer des leçons de notre passé si nous voulons développer la confiance pour l'avenir. La plupart des projets nucléaires requièrent des autorisations réglementaires et sociales.
exige l'excellence en matière de communication et de gestion des relations, tout comme la sûreté et la fiabilité des centrales exigent l'excellence en matière de performance technique et humaine. Nous devons faire partie de la solution pour les Canadiens concernant le stockage à long terme des déchets. Cela comprend partager vos idées et vos opinions, ainsi que celles de vos communautés. La participation à des rencontres et à des dialogues comme ceux d'aujourd'hui nous aide aussi à élaborer des stratégies pour la gestion à long terme des déchets nucléaires. Experte ou non, chaque personne a une contribution importante. En terminant, je tiens à remercier la Société de gestion des déchets nucléaires pour leur très grand et important travail ainsi que leur dévouement envers les Canadiens. Nous apprécions énormément les commentaires que nous recevons et surtout les points qui ont été soulignés pendant ces 2 derniers jours. Je vous assure que nous allons travailler avec diligence afin de continuer à intégrer cet apprentissage dans nos activités opérationnelles. Je vous remercie. Merci beaucoup, Kathleen, de nous donner l'angle de l'industrie. Kathleen m'a bien dit qu'elle n'était pas une experte technique dans certains domaines, donc ça serait difficile pour nous aujourd'hui de discuter des avancées technologiques dont elle a mentionné, mais il faut savoir qu'il y a des avancées dans le domaine des combustibles, il y a des avancées dans le domaine de certaines autres matières qui vont probablement aider à diminuer le volume de déchets ou de réutiliser certains des déchets tels que certaines personnes préconisent comme étant une autre solution. Donc, merci beaucoup. Et je vais céder la parole à M. Moras. C'est à vous, Pierre. Merci beaucoup. Bonjour à tous. En tant que maire suppléant de la ville de Bécancour, il me fait plaisir de prendre la parole dans cet important dossier qu'est la gestion des déchets nucléaires au Canada. La ville de Bécancour est la seule ville au Québec à avoir sur son territoire des centrales nucléaires, soit Gentilly 1 et Gentilly 2, qui sont maintenant toutes les deux en phase de déclassement. Les deux centrales sont sur le même site. Mon exposé traitera seulement des déchets reliés aux centrales nucléaires et non à tous les autres domaines qui génèrent de tels déchets. La centrale nucléaire Gentilly 1 est sous la responsabilité des laboratoires nucléaires canadiens et la centrale nucléaire Gentilly 2 est la propriété d'Hydro-Québec. Présentement, des déchets de différents niveaux d'activité sont entreposés sur le site des centrales. Le combustible usé ou irradié est entreposé dans des modules en béton pour une période transitoire, c'est-à-dire le temps qu'une solution permanente soit mise en œuvre. C'est une méthode reconnue en autant que les différents modules soient inspectés et entretenus selon les normes. Pour la ville de Bécancour, l'enjeu pour les prochaines années est à ce niveau pour ce qui est du combustible. Pour ce qui est des déchets à plus faible niveau d'activité, le volume est beaucoup plus important et il est composé d'un mélange plus hétérogène que pour le combustible irradié. Nous n'avons pas d'informations pour le suivi qui est effectué pour ces déchets et quelle méthode de disposition est envisagée pour l'avenir et ça nous préoccupe. À court terme, le démantèlement des centrales n'est pas envisagé. L'implication de cette décision, c'est qu'une importante quantité de matière radioactive demeure à l'intérieur des différents bâtiments des deux centrales. La complexité du démantèlement des deux centrales fait en sorte que cette phase est repoussée. Par contre, comme pour les différents déchets, il est important d'inspecter et d'entretenir les différents bâtiments pour assurer qu'il n'y aura pas de dispersion de matière radioactive dans l'environnement. La stratégie de la Société de gestion des déchets nucléaires est présentement l'enfouissement dans des couches géologiques stables dans des communautés qui accepteront ce vaste projet. Dans l'éventualité où cette stratégie ne peut être mise en œuvre, est-ce que des avancées techniques permettraient le retraitement du combustible? Considérant qu'une faible partie de la matière fissile a été utilisée lors d'un premier passage dans un réacteur, cette solution permettrait de diminuer la quantité de déchets et minimiserait la quantité de minerais à extraire. Les citoyens de Bécancour ont vécu avec des centrales nucléaires dans leur paysage et ils ont accepté ce fait
en partie parce que les plus hautes normes d'exploitation étaient appliquées. Ils s'attendent aujourd'hui au même niveau de respect de normes, que ce soit pour la phase d'entreposage ou pour une éventuelle phase de démantèlement et pour la phase de transport de matières radioactives aussi. La position de la ville de Bécancour se résume à 3 mots: inspection, entretien et refuge. Merci beaucoup. Merci, M. Maurras. C'est toujours intéressant d'avoir la perspective d'une ville. Et je vais juste donner peut-être un petit son de cloche actuel. Vous avez mentionné dans votre présentation peut-être un manque d'information à certains égards. Et puis peut-être, je vous demanderai tantôt, quand on aura d'autres rondes, de peut-être expliciter un petit peu plus ce que vous voulez dire par là. C'est-à-dire, quelles seraient les attentes d'une municipalité en ce qui a trait à de l'information? Je sais que Mme Duguay, tantôt, a mentionné un des éléments pour avoir la confiance, c'est la transparence. Et puis, j'ai cru saisir dans vos propos peut-être qu'il y a des éléments qui pourraient être améliorés. Et puis, on aimerait bien, si c'est le cas, si j'ai bien compris, évidemment, on aimerait bien que vous puissiez nous en donner un peu plus d'informations, de sorte que ça puisse être partagé avec les détenteurs de permis qui sont à l'écoute aussi. Donc, merci beaucoup. Je vais maintenant céder la parole à M. Sioui. Conrad, c'est à vous. Oui, Pierre, oui, à tous ceux et celles qui nous écoutent, en particulier mes collègues panélistes, Kathleen et Pierre. Marc, tu vas coordonner la discussion et d'ailleurs, ça va super bien. Moi, j'ai d'abord, comme c'est la coutume, il faut remercier ceux qui, au niveau des Premières Nations, accueillent cette conférence-là. Que ce soit la nation Algonquine, la nation Mohawk et la nation Cri, peu importe, les nations qui accueillent sur leur territoire des conférences aussi importantes que celle-là. Je dirais que dans un premier temps, l'industrie nucléaire n'a pas bonne figure dans le monde des Premières Nations, dans le monde autochtone. Parce que justement, comme Kathleen le disait peut-être, puis elle nous introduit aussi à cet élément-là, c'est que c'est pas connu. On a une mauvaise image, on a Tchernobyl, on a des exercices unilatéraux aussi de vouloir enfouir les déchets nucléaires dans des endroits où il y a toujours des activités traditionnelles, il y a des lieux sacrés, des lieux cérémoniels. On ne consulte peut-être pas nécessairement suffisamment les Premières Nations. Et ça, moi, je suis content parce que on l'exprime, on le dit, puis on se cache pas. Je pense qu'on est à cœur ouvert ici, puis c'est très, très bien. On met les cartes sur la table. Ensuite, du côté les déchets radioactifs, c'est le transport des déchets radioactifs, c'est aussi une préoccupation qui est très, très, très importante parce que les gens se demandent, on dit, ben oui, mais est-ce que c'est acceptable? Est-ce que c'est safe? Est-ce que c'est propre? Est-ce que c'est pas un danger pour l'environnement? Alors, il y a beaucoup, beaucoup de questions. Moi, je pense que c'est pas que les gens ne veulent pas en discuter ou en parler ouvertement, mais je pense qu'il manque de communication et qui, autant, même, je dirais même dans les écoles, qu'on connaisse un petit peu, qu'on apprenne, même au niveau primaire, au niveau secondaire, qu'est-ce que c'est cette énergie-là? À quoi elle sert? Quand on vient d'apprendre de Kathleen que la moitié du Nouveau-Brunswick est électrifié par des centrales nucléaires, c'est quand même important, là. Est-ce que c'est propre? Il y a différents points de vue. C'est propre tant qu'il n'y a pas de déversement, tant qu'il n'y a pas de tragédie, parce que s'il y a quelque chose qui se passe, c'est toujours tragique. On le voit au Québec, je pense que c'est unanime. Il y a Gentilly 1, on a entendu Pierre le dire, Gentilly 2. On est dans une phase où, d'ici quelques années, je pense que ça va être l'histoire du passé, puis il n'y en aura plus non plus. Peut-être que c'est à cause qu'il y a de l'hydroélectricité, peut-être qu'on a d'autres sources qui viennent remplacer le nucléaire. Mais je terminerai en concluant en disant, quand on regarde le chemin qu'on a réalisé en tant que Première Nation, en tant qu'Autochtone au Canada, depuis les 40 dernières années, depuis le rapatriement de la Constitution, je dirais,
depuis que l'article 35 est en place. Hein, et c'est toujours non seulement de consulter les Premières Nations, mais d'aller chercher le consentement aussi. Et ce consentement-là, il va se réaliser uniquement si on est bien informé, si on est capable de donner l'heure juste, si on est capable d'amener les gens à comprendre les bienfaits et aussi les difficultés, mais en même temps, ben, mieux saisir ce que ça représente pour l'avenir aussi. On a entendu souvent, moi-même dans le champ de mes fonctions, ah ben là, il y a peut-être des endroits stratégiques où on va enfouir les déchets nucléaires, ça va être mis de pied dans la terre, ça va être safe, on va caper ça avec du ciment, puis il n'y aura pas aucun problème. Mais c'est pas toujours comme ça que les gens veulent entendre les solutions. Alors, on vit dans un monde pluraliste. On a tous besoin d'avancer ensemble. Le nucléaire est là. Est-ce qu'il est là pour rester? Je le pense qu'il est là pour rester, à condition qu'il y ait des prérequis comme dans toutes les autres façons d'améliorer la qualité de vie des gens qui vivent au Canada. Mais c'est à se parler, en faisant des forums comme celui-ci, en discutant, puis en n'ayant pas peur de mettre sur table, mettre sur pied aussi, des forums, puis des comités, des structures qui font qu'on est capable de mieux adresser la question, parce que c'est un problème qui ne touche pas juste les Premières Nations, qui nous touche tous et toutes. Et alors, dans ce sens-là, quand on en discute, et je félicite aussi ceux qui ont mis en place ce forum-là, parce que, pour être franc avec vous, moi, c'est la première fois que je participe à un forum sur l'énergie nucléaire. Et normalement, j'aurais peut-être dû, bien avant, être invité en tant que grand chef d'une nation sur un territoire donné, à participer directement. J'entends la Pierre aussi, puis ça devrait être la même affaire au niveau des Abénakis de Wolinak qui sont aussi dans le secteur de Bécancour. Merci. Merci beaucoup, Conrad. Le forum avant nous avait plusieurs porte-paroles qui ont énoncé plusieurs de leurs préoccupations et certaines pistes de solutions. Et vous venez d'en énoncer plusieurs. Selon vous, peut-être Pierre aussi, quelles sont d'autres bonnes pratiques? Là, vous avez parlé de discussion, de partage d'informations, mais pour qu'un engagement soit efficace avec les peuples autochtones ou avec les municipalités, qu'est-ce qui devrait être fait de façon un peu plus formelle peut-être? Là, on a mentionné ce genre de conférence-ci. Je sais que plusieurs des organismes de réglementation ou de promotion ont commencé des dialogues. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais est-ce que vous avez des idées de pistes de solutions plus concrètes, d'éléments, les attentes à cet égard-là? Comme vous dites, Conrad, c'est la première fois qu'on vous invite à discuter d'un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre au Québec quand même depuis bien des années, là, qui a amené à la fermeture de Gentilly. À un moment donné, il y avait peut-être le transport de générateurs de puissance sur les eaux du Saint-Laurent où une centaine de maires de municipalités se sont ligués pour dire non, on ne l'accepte pas, même si la radioactivité totale, si tous les 12 ou 16 génératrices tombaient dans le fleuve Saint-Laurent, était l'équivalent d'un régulateur cardiaque. Donc, vraiment, je pense que vous dites, il y a une grosse crainte du nucléaire puis une grosse incompréhension. Fait que, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que, je pense pas qu'on va changer l'idée des gens, mais que les gens ont au moins une bonne connaissance. On a les déchets nucléaires. Il faut quand même être réaliste. Ce qu'on veut chercher à faire, c'est de trouver un point commun. Comment est-ce qu'on peut les gérer? Ben moi, peut-être avant Pierre, j'étais impressionné par l'exposé de Kathleen. Et quand Kathleen nous disait qu'elle rencontrait les citoyens des Premières Nations de son coin, le chef, le leadership, les conseillers, les groupes cibles, et en même temps qu'elle exprimait directement et ouvertement, puis très franchement aussi, qu'est-ce qu'il en était du projet ou qu'est-ce qu'on voulait faire, puis qu'est-ce que des retombées en termes d'emploi, des retombées en termes économiques. Quels sont les avantages, quels sont les désavantages aussi, puis amener les gens
à être partie prenante d'une décision, puis partie prenante aussi d'un discours, puis d'un échange qui va perdurer dans le temps. C'est pas juste une fois, c'est pas une conférence, puis après ça, on ne se revoit plus. Et cet exemple-là de Kathleen m'a surpris. Pas parce que je m'attendais à quelque chose de différent, mais j'ai compris que c'était du vrai, c'était réel, c'était sincère, c'était quelque chose qui existait vraiment. C'était pas juste des possibilités dans le temps. Alors, de ce côté-là, je pense que c'est un point extrêmement important parce que, quoi qu'on fasse, si les gens ne sont pas informés, ne sont pas consultés, ils ont un rôle passif, ben, qu'on soit Première Nation, ou Québécois, ou Canadiens, ou qui que ce soit, on va prendre un recul vis-à-vis une situation parce qu'on va peut-être avoir peur de l'inconnu. Alors qu'il faut le connaître, il faut le maîtriser, puis comprendre, puis après ça, voir les enjeux. Puis, on est tous ensemble ensemble pour trouver des solutions. Alors, de mon côté, moi, ça serait ça. Je vais laisser parler Pierre là, pour son point de vue. Merci, Conrad. Effectivement, je pense que c'est un enjeu de communication important et d'appropriation des gens de ce dossier-là. Puis l'exemple soulevé par Marc là, des générateurs de vapeur avec la quantité de matière radioactive, je pense que c'est de la méconnaissance de ces dossiers-là. Il ne faut pas se le cacher, c'est des dossiers qui sont excessivement complexes. Puis, malheureusement, les accidents qu'il y a eu dans l'industrie nucléaire, que ce soit à Tchernobyl ou Fukushima, faut pas se le cacher, c'est spectaculaire. Un peu comme un accident d'avion. On entend parler des accidents d'avion parce qu'il y a 300 ou 400 morts. Et les gens viennent avec la perception que les accidents d'avion, c'est fréquent, que le transport par avion, c'est plus dangereux que par automobile. Un peu la même chose avec l'industrie nucléaire. Les événements qu'il y a eu dans le passé, c'était spectaculaire, ça a été pour l'environnement des événements importants. Par contre, il y a des technologies différentes. L'industrie nucléaire, ça demeure un domaine très vaste. C'est des conceptions souvent différentes selon les pays. Les réacteurs canadiens sont réputés sûrs. Il n'y a pas eu d'événements majeurs qui ont atteint l'environnement. Puis ici, c'est important de signaler là, que j'ai quitté Hydro-Québec, j'ai quitté la centrale nucléaire en 2015, puis j'ai quitté Hydro-Québec en 2019. Je n'ai plus aucun lien là, avec l'entreprise de la centrale nucléaire. Je ne sais plus ce qui se passe là. Là, c'est mon historique. Là. Je ne suis pas le messager d'Hydro-Québec dans ce dossier-là, c'est bien clair. Là. C'est ça. C'est des enjeux de communication puis de démystifier c'est quoi l'énergie nucléaire, c'est quoi les risques associés à ça. Aller en avion en Europe, on reçoit du rayonnement. C'est quoi la différence entre aller en Europe et rester près d'une centrale nucléaire? Les comparaisons. Il y a plus de radiation. C'est toujours comment je dirais ça? Pondérer le risque et de le mettre en relief avec différentes autres activités. Je pense et on le voit aujourd'hui avec la COVID et les vaccins, c'est un même enjeu de communication. Là. Il y a des gens qui ont peur du vaccin, il y a des gens qui n'ont pas peur. Ils ont une chance sur 1 million d'avoir des séquelles pour leur santé. Par contre, s'ils ont en haut de 80 ans, ben, ils ont 20% des chances d'en mourir s'ils attrapent la COVID. Et toutes ces relativités-là, les jeux des proportions, les risques, je pense que c'est important de les présenter pour que les gens comprennent bien, pour ceux qui accepteront le site d'enfouissement, qui sachent ce à quoi ils sont soumis. Oui. Merci beaucoup. Juste une petite anecdote. On a demandé un moment à un consultant de nous aider. On dit les gens ont une grande peur du nucléaire. Nous, on est la Commission canadienne de sûreté nucléaire, la Canadian Nuclear Safety Commission. Je suis désolé que c'est écrit en anglais sous mon nom. Mais ce qu'on nous a dit, c'est enlever le mot safety. Vous dites aux gens que c'est sécuritaire, mais en même temps, il y a une commission pour s'assurer que c'est sécuritaire. Faites comme les Américains. Appelez ça le Nuclear Regulatory Commission. Ils n'ont pas le mot safety dans leur nom. Dès que vous mettez le Airport Transportation Safety Commission, puis la Commission canadienne de sûreté nucléaire, dès que vous mettez le mot sûreté, les gens disent « Ah, c'est très dangereux ».
Donc, on doit faire attention. C'est juste une anecdote. Mais à ce niveau-là, j'aimerais retourner à Kathleen pour avoir un peu plus d'informations. On a parlé tantôt, Conrad a mentionné le transport des déchets nucléaires est une grande préoccupation. Puis c'est ce qui va affecter le plus de gens. Parce que les gens de Gentilly, Bécancour, beaucoup ont travaillé. Les gens de Pickering, les gens qui sont dans le coin de l'Opro, c'est des gens qui ont beaucoup vécu avec le nucléaire et c'est leurs voisins. Ils ont beaucoup de communication. Mais quand les camions commencent à partir de Saint-John, de Saint-Jean, partir de Trois-Rivières ou Bécancour, et peut-être pour se rendre, traverser une partie du Québec, longer le fleuve, longer des rivières, pour se rendre peut-être à Bruce, peut-être dans le nord de l'Ontario, peut-être nulle part à un moment donné, mais c'est là que les gens disent « Hey, ça nous touche, c'est plus juste 3000 personnes, c'est rendu 6 millions de personnes si jamais il y a un déversement ou des problèmes. » Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous communiquez beaucoup aux gens de Nouveau-Brunswick en termes de c'est quoi la sûreté du transport de matériaux nucléaires? Parce qu'on va dire tout de suite, là, les gens qui ne le savent pas, il y a plus que 1 million de transports de matières nucléaires ou dangereuses au Canada par année. Donc, c'est pas comme si ça se produit 4 fois par année. Sauf que les déchets dont on parle ici, ça va être peut-être un camion par semaine à un moment donné. C'est pas ça. C'est surtout les produits médicaux et les produits industriels qui font l'objet de beaucoup de transports avec des très faibles radioactivités. Mais quand même, c'est un grand domaine, le transport de matériaux nucléaires, incluant les déchets. Oh, vous êtes en sourdine, Kathleen. OK. Vous m'entendez? Oui, très bien, merci. OK. Le transport du combustible irradié, c'est un des éléments principaux pour la section d'intervention pour la Société de gestion des déchets nucléaires. C'est important qu'on continue à fournir de l'information pertinente à nos communautés, mais aussi de s'assurer qu'on entend qui préoccupe ces communautés-là, puis qu'est-ce qu'ils veulent savoir au point de vue du transport à un moment donné, peut-être dans 20 ans d'ici, qu'est-ce qui les préoccupe. Puis une des choses aussi, c'est d'avoir, c'est la Société de gestion des déchets nucléaires qui a ça en main tout de suite, mais en réalité, c'est quand même mes grappes de combustible, comme vous voyez ici, qu'on va transporter. On ne les a pas bien vus. Il faut bien nous les montrer, là. Okay. OK. Ceci, c'est une grappe de combustible. Je suis sûre que Pierre l'a vu bien souvent dans le passé, mais Conrad, probablement pas, jusqu'à date. Ça, c'est une grappe de combustible. C'est ça qu'on appelle un carburant irradié de la centrale nucléaire. Puis, une de ces grappes de combustible-là, ça peut fournir de l'électricité pour une maison moyenne pour à peu près 100 ans. Puis ça prendrait à peu près 400 tonnes de charbon ou 400 barils d'huile pour avoir le même montant d'énergie de ça. Mais nous, ça fait longtemps qu'on parle avec la communauté proche du transport. Puis, on leur demande d'aller chercher les questions. Qu'est-ce qui préoccupe leur communauté? Puis, la Société de gestion des déchets nucléaires font ça aussi. Ils ont eu différents forums avec les communautés au Nouveau-Brunswick. Ils nous tiennent au courant. Nous, lorsqu'on a des sessions d'information publique, on invite la Société de gestion des déchets nucléaires avec leur expertise chez nous pour qu'ils peuvent répondre à ces questions-là aux gens qui sont intéressés de savoir de l'information. Mais c'est comme Conrad l'a dit, il va falloir avoir une éducation. Nous, il va falloir s'éduquer. Qu'est-ce qui est important en communauté? Puis aussi les personnes qui font partie de leurs mesures d'urgence, hein, par exemple, comme les gens qui, eux, va falloir vraiment fournir de l'information à ces gens-là pour s'assurer que soit qu'ils sont formés pour répondre ou assister s'il y aurait un événement qui se passerait, pour qu'ils peuvent comme s'assurer qu'ils ont une certaine responsabilité quand même envers leur communauté. Mais il y a des spécialistes, c'est comme n'importe quelle transportation qui se passe aujourd'hui.
Il y a des équipes d'intervention qui sont qualifiées pour répondre à ces genres d'incidents-là. Mais en réalité, nous, avec la formation, avec la Société de gestion des déchets nucléaires, c'est pas de se préparer pour répondre à ça, mais c'est pour éviter. Fait que on entend ça souvent de nos communautés. On veut savoir quelles sont les mesures que vous allez avoir en place pour s'assurer qu'on n'a pas d'accident. Puis, moi, je veux m'assurer que ma communauté, on est prêt à répondre ou à assister à répondre. Ça fait, c'est de permettre de fournir le niveau d'assurance nécessaire au public. Mais c'est pas à nous à décider, c'est aux gens à nous dire qu'est-ce qu'ils veulent savoir. Puis, nous, on est bien ouverts à ça, puis c'est comme Cora disait, c'est quelque chose qu'on doit faire ensemble. Merci, Kathleen. J'ai une question qui vient de quelqu'un d'un participant, un membre de l'auditoire, et je ne saurais pas comment y répondre, même si dans le gouvernement fédéral, je suis un champion des langues officielles. La question est très intéressante. C'est qu'est-ce qui serait la meilleure façon de s'assurer d'obtenir la contribution des francophones, j'imagine, dans le débat sur qu'est-ce qu'on fait avec les déchets nucléaires. Mais je présume de la question que toute la question du nucléaire au Canada, c'est très anglophone, en ce sens que j'expliquais à Pierre l'autre jour que ça me fait toujours plaisir d'entendre parler des anciens d'Hydro-Québec ou des gens qui y sont, qui utilisent la terminologie technologique en français. C'est vraiment quelque chose qui, nous, à Ottawa, il y a des gens comme Karine qui était très, très bonne à cet égard-là, mais c'est vraiment une majorité anglophone qui travaille dans le domaine du nucléaire. Et on sait qu'au Québec, puis là, je lis pas ça au France, c'est là qu'il y a le taux d'acceptation du nucléaire probablement le plus bas au Canada. Donc, il y a peut-être beaucoup plus de choses à faire pour que les gens francophones se sentent investis, augmentent leurs connaissances dans ce domaine-là. On sait que les textes scientifiques sont surtout en anglais. Donc, à vous des pistes. Moi, j'en ai pas de réponse vraiment, mais est-ce que c'est quelque chose qui vient vous chercher en disant qu'est-ce qu'on peut faire pour assurer la contribution des francophones dans le débat? Je ne sais pas si quelqu'un veut se porter volontaire. Je vois Conrad qui a un sourire. Pierre qui s'avance, mais personne. M. Conrad et M. Pierre, j'ai vous deux. On va avoir une discussion. Excellent. Effectivement, c'est un milieu à consonance fortement anglophone. Même les travailleurs de Gentilly, nos interlocuteurs, c'était des gens anglophones. Les associations internationales, WANO, WINPO, ça se passe en anglais. Et Gentilly 2, à l'époque, on avait des visites guidées avant septembre 2011. Le 11 septembre, c'est-à-dire, excusez, il y avait des visites guidées. Je trouve que ça aidait à démystifier ce qu'était l'industrie nucléaire. Par contre, on n'a plus cette vitrine-là, puis là, c'était une industrie qui est en décroissance. Je pense que ça va être difficile d'attirer la population en général à traiter de ce dossier-là. Il va y avoir quelques groupes qui vont s'y intéresser, tout au plus, je pense. Et les gens, quand ils vont entendre qu'il y a du transport qui se produit dans leur région, ça va être très difficile de susciter, je pense, l'implication des gens dans ce dossier-là. Et si je peux ajouter à ça, je pense que ça me donne Nous, avant, à la Commission canadienne de sûreté nucléaire, on recrutait à l'Université de Montréal, à Polytechnique, à l'Université de Sherbrooke, à l'Université Laval, mais tous les programmes qui avaient des volets nucléaires, avec la fermeture de Gentilly, il n'y a plus d'intérêt. Beaucoup moins. Tant que ces programmes-là, donc si tu n'as plus la relève, si tu n'as plus des programmes académiques qui sont spécialisés en technique ou en sciences liées au nucléaire, tu viens de perdre. On n'a plus de stagiaires francophones, c'est vrai. On n'en a plus. Avant, on en avait. Et puis, je réalise au bureau qu'on a de moins en moins d'employés francophones aussi. Étant champion des langues officielles, je le constate. Et c'est peut-être à cause, comme vous dites, c'est une industrie en décroissance au Québec et puis qu'il y a vraiment un peu moins d'intérêt. Conrad, vous voulez rajouter quelque chose? Peut-être. Je vais envoyer mon CV. Oui. C'est sûr, Pierre, il y en a beaucoup qui vont accueillir ton CV, c'est certain. Moi, je prends l'exemple ici.
le passage d'un gazoduc qui fournirait, qui transporterait les produits des sables bitumineux de l'Alberta, puis au Québec, c'était complètement unanime partout dans toutes les couches sociales, les entreprises comme les municipalités. C'est que personne ne voulait que ça passe sur le territoire parce que probablement que des questions environnementales, bien sûr. Je suis présentement à Rivière-du-Loup, puis les belugas sont là. Puis faut pas toucher à ça, c'est une pouponnière. Puis il y a des gens qui sont extrêmement sensibilisés au Québec sur les questions environnementales parce que peut-être à cause de l'hydroélectricité qui peut-être plus vert que d'autres et qui a peut-être oui, créé des problèmes parce qu'on a fait des barrages, puis on a quand même affecté le territoire. Mais peut-être que c'est peut-être moins dommageable de faire du transport hydroélectrique que du transport nucléaire. Alors, de ce côté-là, je pense que c'est une question qui fait que on est sensible à l'environnement, on est sensible aux événements qui peuvent se produire, puis en même temps, est-ce qu'on peut plus se lancer vers l'éolien? Aujourd'hui, on parle rien d'éolien depuis un an parce que ça va être... puis on est capable de produire de l'hydroélectricité avec l'éolien à des prix compétitifs avec les barrages. Alors, c'est dans ce sens-là que les Québécois se concentrent au niveau de la pensée, de l'énergie, plus que le nucléaire. Le nucléaire, c'est comme si Pierre, il a terminé en 2019, puis c'est fini, là, Gentil 1 et Gentil 2, c'est quelque chose du passé déjà, puis ça ne reviendra plus. Il n'y a pas un gouvernement qui va se risquer à se lancer dans ça. Vous référez au beluga, j'ai une petite anecdote. Oui. Je m'en vais chez, je m'en vais chez ma sœur et son conjoint. Les deux sont professeurs et j'arrive chez eux. J'arrive de Gatineau, Ottawa, et puis il y a une grande pancarte sur leur terrain. Puis c'est indiqué ici, on coule pas. Hein? Vous vous souvenez, il y avait une campagne, ici, on coule pas. Moi, je pense qu'ils ont pris une position par rapport à aider les professeurs à être meilleurs pour donner des meilleurs cours à leurs étudiants. Comme ça, les étudiants ne coulent pas leurs cours et passent. Alors que c'était toute la promotion contre le pipeline qui allait amener du gaz naturel au Québec. La campagne, c'est ici, on coule pas. Et puis, je pense, comme vous dites, c'était parce que ça allait se rendre à un port qui allait avoir un impact sur la migration des belugas, etc. Donc, il nous reste seulement 4 minutes. J'aimerais savoir si vous aimeriez un mot de la fin, un petit peu. Kathleen, est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé ajouter et puis que vous n'avez pas eu la chance? Non, c'est. J'aime de réfléchir sur la dernière question qui est passée parce que moi, en tant qu'Acadienne au Nouveau-Brunswick, notre province est bilingue. Mais c'est vrai que le langage nucléaire est tout en anglais. Et même me préparer pour cette session aujourd'hui, j'étais fière d'être avec Conrad et Pierre et avec toi, Marc, mais j'étais nerveuse. Puis la décision que je prends à partir de maintenant, c'est de faire plus de travail en français puis d'aller vraiment rencontrer plus de groupes en français dans le futur pour mieux les informer au point de vue qu'est-ce qui s'en vient avec le nucléaire, mais aussi pour les équiper pour les prochaines discussions qui vont venir, pour la transportation et tout ça. Fait ça, c'est une décision que je prends immédiatement en tant qu'Acadienne. J'ai toujours quand même, j'ai besoin de m'améliorer aussi avec ma langue parce que je ne parle pas souvent. Mais ça m'a fait réfléchir, puis je remercie la question. Ouais. Et on remercie que tu ne nous as pas donné une présentation en chiac. On trouve ça intéressant, mais on n'aurait pas compris. On aurait compris, oui. On aurait compris des petits bouts, oui. Ouais. Monsieur Pierre. Non, je n'ai rien à ajouter. Je voudrais remercier tous les panélistes. Puis, c'est le fun de voir ce que les gens en pensent. Puis c'est important de justement des congrès comme celui-là, de prendre le pouls de la population pour démystifier l'énergie nucléaire. Puis je pense en tant que société, on se doit d'agir de façon responsable. Les déchets nucléaires, c'est les déchets qui sont les mieux traités au monde, je pense. On en prend soin. Faut en prendre soin pour en disposer correctement pour pas impacter les générations futures. C'est l'essentiel de mon message aujourd'hui. Merci.
Merci beaucoup, Pierre. Monsieur Conrad. Ben moi, je veux remercier Phil Fontaine de Shawinigan aussi, qui a accepté de coordonner le travail avec tout le monde. J'ai travaillé longtemps avec Phil, puis je connais son cœur et ses pensées aussi. Remercier les organisateurs, Marc, tout le monde, mes collègues, Kathleen, Pierre aussi, tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui ressortent de cette conférence-là avec quelque chose de nouveau, parce que moi, je ressors de cette conférence-là en ayant compris beaucoup d'autres informations que j'avais besoin de comprendre aussi, parce que c'était comme un monde qui n'existait pas. Et ça me fait comprendre aussi encore plus, pas parce qu'il y a un Canada anglais et un Canada français, mais pourquoi que le premier ministre Ford a rejeté la proposition du premier ministre Legault quand il lui a dit, ben, on va refaire tes barrages électriques. Puis il dit non, il dit, on va continuer nous autres dans le nucléaire. Je comprenais pas ça. Maintenant, j'ai peut-être une meilleure compréhension, une meilleure connaissance. Ça me permet aussi de saisir davantage qu'est-ce qui se passe un petit peu ailleurs aussi, parce que on est au Canada. Donc, entre 9h et midi ce matin, on a reçu au bureau 168 lettres de plainte de gens qui se plaignaient que le nucléaire continuait en Ontario et qu'on devrait plutôt permettre l'exportation de pétrole tel qu'offert par M. Legault. 168 lettres à midi aujourd'hui. Juste aujourd'hui, là, je parle pas. On reçoit beaucoup, il y a beaucoup de Canadiens qui ont des campagnes de lettres comme ça pour essayer d'inciter le Canada à... Mais ce que ça veut dire plus de déchets plus rapidement. Donc, ça veut dire que les solutions à ce qui a trait aux déchets. Moi aussi, je tenais à vous remercier, les panélistes. Merci aussi de votre discipline, parce que c'est rare qu'on a un panel où j'ai pas besoin d'intervenir pour dire aux gens que le temps est passé. Vous avez rendu ma tâche très, très facile. Je voudrais remercier aussi Karine de la Société de gestion des déchets nucléaires de l'invitation, aussi d'avoir pensé à faire un panel exclusivement en français. Bravo. Et puis, parce que c'est facile parfois avec l'interprétation simultanée d'oublier, mais d'y avoir pensé, c'est très, très apprécié. On n'a pas pu voir le clavardage pendant que nous, on parlait. On est sur un site un peu différent que les membres du public. S'il y avait eu des questions, on m'en aurait informé. Il n'y en a pas eu. Donc, ou on avait déjà touché les sujets, je ne sais pas. Mais un gros merci à tous. Et puis, c'est tout pour nous. The show must go on. Please, j'espère que vous allez rester pour les prochaines sessions. Merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine. Merci. Merci, bonjour. Merci d'avoir guidé la conversation, Marc. Je tiens à remercier tous nos participants. I'd like to thank all the panelists